Merci, merci. Drôle de défi, 15 minutes sur les conditions économiques du pivotement rapide des liens dynamiques entre nos modes de consommation, nos modèles technologiques, nos structures de localisation dans l'espace, et faire tout ça sous contrainte d'allègement de la pauvreté, overriding priority de la Convention climat, et sans déclassement des couches moyennes des pays développés. Ce que j'entends souvent revient à traduire l'urgence climatique par imposition d'une trajectoire prédéterminée de décarbonation, en jouant sur la peur ou sur la négation des tensions. Cela a nourri les marchés de l'éco-anxiété, du climato-scepticisme et prépare de nouveaux gilets jaunes ou révoltes paysannes qui font perdre beaucoup de temps. Tout se joue sur une logique sur la formation de cercles de confiance, du local à l'international, et je pouvais tirer des travaux de son groupe 3, peu visibles dans le débat public, 3 principes à respecter pour construire ces cercles dans un air du temps qui bruisse de fragmentation croissante dans le monde. Le premier, alors je reviens là, excusez-moi, hop là, c'est celui d'un nouveau pacte fiscal. C'est triste par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Les coûts des énergies décarbonées ont certes fortement baissé, mais il y a toujours un écart entre les coûts de performance technique sur le papier et dans la vraie vie. Dès 1990, on a travaillé sur la façon de bloquer un mécanisme très dangereux, la propagation de secteur en secteur d'un surcoût énergétique de 10% débouche mécaniquement sur une hausse des prix moyens des biens de 18% en France et bien plus en Allemagne ou dans les pays émergents. Pour éviter les conséquences gênantes de cette propagation, qui est technique, il faut que ce plus 10% s'accompagne d'un moins 10% des charges qui participent au coût de production, par exemple une taxe carbone permettant de réduire l'écart entre les salaires bruts et les salaires nets pour financer la protection sociale. Certains d'entre vous hausseront les épaules en disant « voilà un économiste qui n'a rien retenu des gilets jaunes ». Mais je prends ce risque parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Vous pouvez vous en convaincre en jouant sur un simulateur que nous avons élaboré au CIRED juste après les gilets jaunes. J'en dis pas plus. Ce mécanisme déstabilisera l'équilibre que tente le Green Deal entre l'affichage de sincérité écologique via l'affectation aux investissements climat du revenu des enchères de permis d'émission et affichage de solidarité via un fonds vert social. À fiscalité constante, je vous laisse imaginer le résultat quand on découvrira que le nombre de ménages fragilisés par la propagation non maîtrisée des prix de l'énergie dépassera les moyens d'un fonds social qu'on ne pourra pas augmenter ad nutum, vu les affichages de rigueur budgétaire. Ce qu'il faut faire est bien résumé dans le rapport Rocard de 2009 qui a réuni un important consensus d'experts et reçu un accueil attentif des entreprises et des syndicats parce qu'il conditionnait une taxe carbone à une discussion avec eux, c'est tout con, sur les modalités d'utilisation de son produit. Pas de taxe carbone sans nouveau pacte fiscal, incluant une négociation salariale, une révision de la progressivité de l'impôt de la fiscalité sur le patrimoine pour mettre à contribution les hauts revenus et la fiscalité de l'immobilier et du foncier, j'y reviendrai. Le malheur, c'est qu'on le sait ça, mais que le potentiel du rapport Rocard a été anéanti lorsque, mal conseillé par des militants très connus de la cause climat, Sarkozy annonce la taxe carbone avant même la publication de ce rapport. Déconnecté du pacte fiscal, elle est aisément discréditée en une semaine, en signal politique aux écologistes et ponction arbitraire sur les consommateurs. Pas de fatalité dans cet échec, simplement un problème d'influenceurs. Cette faute a été refaite lors de la contribution climat sous Hollande, puis sous Macron. De tels pactes fiscaux, le plus souvent implicites, sont incontournables et spécifiques à l'économie politique de chaque pays. Certes, on peut éviter de transmettre intégralement les prix, les 300-400 € par tonne que donne le rapport 1,5 degré du GIEC, en jouant sur les normes et les règlements, sur les aides publiques, les programmes publics d'investissement. Mais tous ces outils ont un coût, moins tangible. Mais ce coût dépend, et c'est mon deuxième principe, de notre maîtrise des controverses socio-techniques dans les processus de choix publics et des interdépendances entre politique sectorielle et stratégie macroéconomique. Sur le premier point, j'irai très vite. Permettez à quelqu'un qui a vu des pays fort proches répondre au choc pétrolier par des réponses aussi contrastées que le tout nucléaire et le non nucléaire, de recommander que la gestion des controverses à attendre sur l'hydrogène, les ENR, le nucléaire, les batteries, la biomasse ne soit pas laissée au gré
de l'habilité de leurs avocats. Le deuxième point est celui des nombreuses interactions listées dans ce graphe. Alors, c'est pas bien, ça fait rien. Voilà, dans ce graphe, dont le message essentiel est qu'elles peuvent provoquer jusqu'à une inversion de l'ordre de mérite des options déduites de calculs d'empreinte carbone sur feuille Excel, c'est très fréquent, ou de toute autre analyse strictement sectorielle. Pour résulter les risques d'interaction non anticipées, prenons l'exemple de la rénovation thermique. Même après un coup de rabot récent, les aides budgétées aujourd'hui restent largement supérieures à ce qu'on a été capable de lancer en 2023. C'est une vieille affaire. Zut alors, voilà. Bon, les trois trucs, voilà. À droite ici, vous voyez en orange les potentiels de rénovation théoriquement disponibles avec des prêts à taux zéro, et en bleu, les chantiers réellement lancés. L'écart est impressionnant. Mais les barres en bleu à gauche, qui zooment sur le volume de ces projets, donnent quelque espoir avec une remontée en 2021. Hélas, il y a effondrement juste après, et avant la remontée des taux d'intérêt. Cet effondrement vient du fait que les acteurs ont été douchés quand ils ont vu des projets longuement négociés, non validés in fine, en raison d'un empilement de mesures administratives. Par exemple, quand les surfaces du diagnostic de performance énergétique, des plans de maître d'œuvre ou du bail de l'agence de gestion locative ne coïncident pas au mètre près. Structurellement, les propriétaires, en plus, préfèrent ne pas louer, si malgré les aides, la hausse de la valeur de leur maison rénovée est insuffisante. C'est le cas en zone rurale, vu la faiblesse de la valeur des maisons, et dans les quartiers riches des villes, où l'isolation se fait à l'intérieur, où 15 cm d'épaisseur fait perdre 15 500 € de valeur par mètre de mur pour un mètre carré qui est à 10 000 €. On va s'étonner qu'il y ait un problème ensuite d'aggravation des tensions sur le logement. Cet exemple, je l'ai pris parce qu'il a une valeur de généralité. Il nous dit les inconvénients d'un cycle qui va des alertes, dénonciation de l'inaction, réponse des pouvoirs publics par des affichages ambitieux, sans prendre le temps, comme dans le cas de la fiscalité, de croiser tous les avis disponibles, et surtout ceux des acteurs de terrain, pour s'assurer qu'on actionne les bons leviers et qu'on a bien identifié les risques d'incohérence avec d'autres politiques pour ne pas être contraint à des rétropédalages, bien sûr qu'on dénoncera. L'erreur, ici, est de déconnecter l'action, alors c'est pas le bon slide après, c'est pas grave, voilà, et de déconnecter l'action climat des mécanismes profonds des marchés immobiliers et fonciers, dont certains sont de nature fiscale, car il n'y a pas que le prix de l'énergie qui compte. On va retrouver exactement ce mécanisme pour les enjeux nord-sud. Le lien entre les deux étant, permettez-moi d'être lapidaire, ce que je veux dire est en partie faux quand même, mais ça ne fait rien. Le problème du climat ne sera pas résolu, sera résolu quand un couple de cadre occidental, pour protéger sa retraite ou transmettre en capital ses enfants, investira dans des actifs liés à des investissements bas carbone en France, certes, mais aussi dans les pays en développement, plutôt que d'acheter un deuxième ou troisième logement ou d'investir dans le luxe. Ce qui se passe. Mais avant d'apporter ce point décisif, car le Sud global construit actuellement l'essentiel de son stock d'infrastructures et on pourrait se trouver piégé dans des scénarios de développement largement incompatibles avec les 2 degrés de réchauffement, il faut comprendre que l'économie mondiale est structurellement fragilisée par la combinaison d'une préférence des épargnants et des fonds de pension pour les placements immobiliers et fonciers. Et je répondrai si ce n'est pas clair, parce que ça demande un peu plus d'explication, du principe de fair value dans les normes comptables qui a lieu depuis 2005 et qui fait de la valeur pour l'actionnaire l'ultima ratio de la gestion des entreprises avec moins de prise de risque sur le long terme. Il en résulte un sous-investissement chronique en infrastructure, une croissance par inégalité via les revenus de rente et un système financier fragilisé par les bulles spéculatives comme celle qui explosa en 2008. Ce n'est pas un économiste critique qui le dit, vous trouvez ça dans beaucoup de très très bons auteurs. Le comité de Bâle a répondu à cette crise en incitant les opérateurs financiers à être frileux vis-à-vis de tout investissement dont les temps de retour dépasseraient 8 ans. Ce n'est pas très favorable aux investissements d'infrastructures. On n'arrive pas à ce mécanisme en demandant, comme l'Union européenne, aux acteurs financiers, ça plaît beaucoup ça dans les médias, de publier leur trajectoire de financement, car on peut verdir un portefeuille
pour résister aux campagnes name and shame qui font du bruit, sans se risquer au bas carbone, et en investissant dans le numérique ou les médicaments. Cela revient à remettre un couvercle sur une cocotte minute sans avoir éteint le feu allumé en tout. Seule façon de s'en tirer, c'est d'inciter les épargnants à investir, de permettre aux épargnants d'investir dans des obligations assises sur des investissements bas carbone en France et dans les pays du Sud. Et ceci exige une transformation réelle, profonde mais pas révolutionnaire, des politiques publiques, qui aujourd'hui sont fondées sur des subventions. Historiquement, toutes les grandes mutations se sont faites sur des mécanismes de garantie publique. Une garantie, c'est quoi? C'est que l'État ne paye que lorsque le projet échoue. L'essentiel aujourd'hui, quand on nous parle d'investissement climat, mais aussi en santé, mais aussi en sécurité, et hélas, aussi en école, hélas, en armement, vous voyez bien que quelque chose ne va pas derrière, quoi. Il y a un problème. Et donc l'idée, de toute façon, c'est de maximiser l'effet levier des fonds publics. C'est ce que permet de faire une garantie publique avec des effets leviers qui peuvent aller de 1 à 16 et donc permettre l'émergence de nouveaux actifs dans lesquels l'épargne privée pourra se réinvestir. Et c'est ce genre de schéma dont on a pu parler pour les pays en développement. Il y a un très bon rapport du Fonds vert climat là-dessus. La question qui se pose, c'est que ce problème que je viens de dire, le gros avantage aussi des garanties publiques, c'est que ça permet de mettre un mécanisme de partage de risque pour l'État et pour l'investisseur privé et de rêver un processus d'apprentissage qui permettra que chacun se discipline et donc de ne pas faire n'importe quoi. Pour les pays en développement, alors je m'en tiendrai à la mitigation, parce que je sais que Esther Duflo va revenir sur ça. Il faut voir le problème. C'est un peu mais avant de le faire, j'ai 2 citations que je ne lis pas malheureusement d'ici. Ah si, ils sont là. Pour vous demander pourquoi c'est important. Ce n'est pas technique, hein, c'est très politique. Aujourd'hui, nous sommes en plein malentendu nord-sud, sur beaucoup de domaines. Et ici, vous avez 2 citations de COP28 à ne pas ignorer. Il me manque un truc en noir ici, sur l'article 154. C'est le truc central que je n'ai pas souligné, c'est mettre les gens en capacité de mieux relever les problèmes. On a 3,6 milliards de gens qui gagnent moins de 6,85 € par jour. On ne va pas me dire qu'on peut, en temps et en heure, leur donner des énergies non renouvelables, bas carbone, à bas coût, pour réaliser la neutralité carbone en 2050. Ça, c'est faux. Je suis prêt à répondre là-dessus. Okay ? Il suffit d'avoir les ordres de grandeur en tête. La question, c'est de les embarquer. Deuxièmement, dans ces pays, ils souffrent d'une faible note de... Ah non, je continue à donner l'ambiance. C'est que, vous voyez ici, il y a un truc sur lequel vous aurez à réagir, c'est qu'ils ne veulent pas non plus qu'il y ait des mesures unilatérales qui sont perçues comme une discrimination arbitraire injustifiable, restriction déguisée au commerce international. Ça ressemble au refus de protéger le libre-échange, ça, à peu près. Non, c'est la peur du Sud que nous soyons très arbitraires. Et le dernier article, c'est ah oui, de fait, on va appliquer de manière transparente, non conflictuelle et non punitive. Comme j'ai participé à une négociation climat, je vais bien répondre à ce que ça veut dire, décoder, mais instinctivement, vous voyez bien qu'il y a un problème. La seule façon de s'en tirer, c'est de proposer des schémas qui puissent être crédibles pour des pays qui sont à un degré d'endettement très fort, quand on emploie dans notre jargon, c'est la debt distress, où dès que vous avez moins de BB, comme note, okay, vous ne pouvez pas avoir accès à des taux d'intérêt inférieurs à 20 à 30%. Et l'avantage là, c'est que les garanties publiques pourraient jouer. Si elles sont données de façon multilatérale, pourquoi multilatérale? Pour qu'on ne soit pas accusé pour libérer la suspicion d'une pression politique. Deuxièmement, pour donner une crédibilité très forte, de façon à ce que les marchés des capitaux se disent « oui, ça c'est sérieux », et donc je reconnais les actifs qui sont produits dans ce type d'abattement et ce type d'installation. Je prends 30 secondes pour vous expliquer pourquoi c'est important. La reconnaissance des actifs, c'est très simple, c'est que même si vous prêtez quelque chose à quelqu'un, vous allez...
5 minutes? 2? 1? Désolé. Bon, ben, je pensais que... Bon, ouais. Alors, ce que je veux dire très simplement, c'est que je pourrais répondre à vos questions là-dessus. Si vous me laissez dire la chose suivante, hein, c'est qu'on connaît des dispositifs. La question maintenant, c'est comment on les propose, comment on les vend, comment on les discute dans un monde qui est très conflictuel. On est aujourd'hui en perte de désir de multilatéralité. Et la faute qu'on fait souvent, je terminerai par là, c'est que j'ai l'expérience du fait que nous n'appliquons pas un principe très simple, c'est le audivi alteram partem. J'ai écouté la partie de l'autre, j'ai écouté ce qu'il a à me dire. Aujourd'hui, ce qu'on a à faire, c'est essayer dans ce monde de mettre sur la table des solutions plus ponctuelles, sur lesquelles on puisse petit à petit construire des cercles à confiance croissante. Alors j'en ai quelques-unes que j'aurais voulu lister, mais c'était ma conclusion. Mais je pourrais revenir sur des questions sur comment ce principe-là, on peut le traduire dans le contexte très désagréable que l'on vit aujourd'hui. Mais j'insiste sur écouter la partie de l'autre et en Europe, s'arranger pour que nos jeunes générations et nous-mêmes employions un vocabulaire entendable par ces pays-là. Il y a des mots que l'on emploie qui vont mobiliser les jeunes, qui font que les jeunes ne se rendent pas compte, qu'ils ne comprennent pas le reste du monde. Voilà. Merci. Merci. Mais j'ai presque tout dit. Merci. Merci Jean-Charles. Alors il y a beaucoup de questions et peu de temps, donc je vais essayer de me limiter à une ou deux. Alors la première, il y en a deux qui ont trait autour de l'investissement et de l'épargne. Alors la première, c'est, on a beaucoup parlé, tu as beaucoup parlé de l'orientation de l'épargne, et peut-on parler de la création monétaire qui serait un levier de financement puissant, par exemple en rendant sélectifs les financements de la Banque Centrale Européenne, en imposant des critères environnementaux? Alors je suis forcé d'une réponse brutale. Évidemment, c'est un problème, mais il ne faut pas inverser les choses. Je suis convaincu d'une chose, le problème des banques va venir en second. Les banques viennent, et surtout les banques centrales, à la fin d'un processus. La première création monétaire se fait quand vous investissez dans un projet sur lequel les gens croient. Donc ce qui compte, c'est la qualité du projet. Et quand j'ai parlé de la fair value, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu le sens de c'est un bon projet, mettant une vraie richesse sur le sol. Donc l'affaire de la Banque centrale, c'est un vrai problème, mais qui vient en second. Même chose pour l'idée du divertissement des portfolios sur la politique que des banques. Les acteurs financiers sont des acteurs seconds à ce niveau-là. C'est la qualité des projets qui compte et leur crédibilité, pour qu'on ait des vrais actifs reconnus. Voilà. Autre question. Les pays riches, en particulier récemment la France, n'a jamais eu autant d'épargne. Il y a fait allusion. Pourquoi ne serait-il pas orienté, ne puisse-t-on pas dedans, cette épargne, pour financer des projets qui vont dans le bon sens? C'est ce que j'ai dit un peu. Hein. Voilà. Donc là, non, mais je peux le dire sur un point très important. Il faut que vous sachiez qu'une partie de notre épargne, elle est gérée par des fonds de pension, je perds le mot, l'Ircantec, des choses comme ça, qui simplement, leur conseil d'administration ne leur permet pas d'investir dans des pays risqués. C'est facile. Ce que je viens de dire sur la mutation de l'épargne qui est majoritairement chez nous pour financer dans le Sud, on ne le fait pas tant que le problème du risque d'investissement, le risque d'investissement transfrontière n'est pas pris en charge. Et ça, c'est notre responsabilité. On peut le faire, mais il y a un blocage, ils ne peuvent pas le faire. Alors après, j'ai deux questions autour des quotas de carbone ou de la taxation. Alors, que penser des quotas de carbone individuels? Alors, je ne veux pas... J'étais négociateur climat. Vous passez la frontière et vous en passez à tous les gens que vous rencontrez, aux 3 milliards dont je parlais. Voilà. Alors, dans le même style... Non, attendez, il y a une seconde très simple. Hein. Les quotas, alors, c'est 15 secondes, je l'ai vécu. On a perdu 20 ans au protocole de Kyoto en prétendant faire des quotas par pays. Alors, il y a un problème à résoudre, les quotas par pays. Simplement le fait que qui va les distribuer? Pas simple, hein, de trouver une règle. Et donc, ça veut dire qu'on était beaucoup à dire qu'il ne fallait pas faire ça. Et on l'a fait. Et bien sûr, ça a échoué quand un Indien a dit « Oh,
dites-moi comment vous me les donnez de façon très équitable. Évidemment, on ne savait pas répondre. On a pris 20 ans de retard là-dessus, donc j'aimerais bien ne pas reprendre 20 ans sur les contraintes individuelles. Bon, Excusez d'être dur. on oublie les quotas. Alors, par contre, sur la taxe, la taxe sur les émissions de CO2, est-ce qu'elle peut être une solution au niveau national? Alors, une taxe. La taxe, c'est pas une solution, c'est qu'elle est nécessaire. Une taxe ou autre chose, hein, c'est que techniquement, les économistes ont fait un mauvais boulot de prendre, en disant seulement la taxe, c'est un signal. La taxe est une façon de gérer cette propagation des coûts, parce qu'on la transmet et on peut prendre de l'argent pour diminuer les coûts. La taxe, elle est forcément nationale. Alors pourquoi très simple? C'est que comme elle est liée à un pacte fiscal national, il n'est pas question qu'elle soit internationale. Et d'ailleurs, ça, c'est inscrit dans l'accord de Paris. La taxation est hors du schéma de la négociation, elle est innégociable. Vous ne pouvez pas avoir la même réforme fiscale en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne ou au Brésil. Donc elle est nationale. Parfait, c'est une solution. Alors ensuite, Ce n'est pas une solution, c'est une condition de possibilité. Absolument. Si on ne fait pas ça, le reste se plantera. C'est tout. Pas une solution, la solution, c'est le reste. Alors après, j'ai une dernière question. Si on supprime le débat sur les solutions alternatives technologiques, qui va proposer une solution optimale acceptable et emporter la conviction des décideurs politiques? Oh putain. Désolé de la pertinence des questions. Attendez, je me suis concentré sur certains sujets, j'ai des choses que j'aurais aimé vous leur dire sur les pays en développement, mais bon. Ce point est important, je suis ici à l'administration, je comprends très bien. Il n'y a pas de grande solution toute faite pour le problème climat. Il y a une diversité de solutions, on appelait ça dans le jargon le pluralisme technologique. Il y aura des grandes, des centralisées, des décentralisées, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'on gère les choses avec suffisamment d'intelligence pour admettre les essais-erreurs et qu'on évite les combats idéologiques. L'affaire sur le nucléaire n'est pas réglée, c'est pas vrai. On aura des problèmes sur l'hydrogène et ses diverses filières. Donc je pense que la question, c'est de trouver la bonne... Quand j'insiste sur les coûts, je pourrais faire sur le nucléaire, hein, les coûts de choix faits pas redirigés à temps et les coûts de controverse que l'on ne maîtrise pas. Donc ma réponse, c'est pluralisme technologique. Et alors, c'est une conclusion là-dessus. Des schémas d'accord technologiques, ça j'y crois beaucoup. Vous voyez cette phrase-là que vous avez vue sur la discrimination, hein, d'accord? Quand l'Europe dit « je vais faire une taxe carbone aux frontières », vous croyez que c'est bien vu dans les pays en développement? Si elle dit « attendez, on va se mettre d'accord sur le ciment, l'acier, le machin, etc. Okay, ou sur l'énergie pour collaborer sur telle et telle chose, en tenant compte de nos problèmes quand même. Ça s'est fait, ça s'est fait dans d'autres domaines. Donc la question des grands enjeux technologiques et de la coopération sur ces enjeux est une question de fond. Mais pluralisme technologique, sinon on est foutu. Voilà. Merci Jean-Charles. Françoise.